Eh bien, bonjour sur Radio Temps Rodez, mais nous sommes ce soir pour, euh, pour un temps relativement long, mais le sujet s'y prête, pour traiter de ce qu'on appelle les jeudis de l'ODDS. Alors, on aime bien les acronymes en France, ODDS. ODDS, c'est Office départemental du dialogue social, qui a travaillé pendant 2 ans avec différentes entreprises, petites et moyennes, pour aborder l'attractivité des métiers liés aux conditions de travail. Et donc ce soir, c'est un peu la synthèse de cette étude qui est présentée de manière pratique et concrète, parce qu'on a des invités qui vont participer à une table ronde tout à l'heure, des responsables d'entreprise. Mais d'abord, on va passer la parole à Madame Serre, qui est la directrice, une des deux directrices départementales adjointes de la direction du travail de l'Aveyron, pour nous présenter l'ODDS. Et autour de la table aussi, j'ai deux autres membres qui travaille donc sur ce projet depuis pas mal de temps. Emmanuel Dumas, qui représente les salariés, le syndicat FO-CGT. Bonjour, Monsieur Dumas. Bonjour, bonjour. Et puis aussi Honoré Durand, qui lui est de l'autre côté, du côté des employeurs. On connaît les couteaux Layol, Honoré Durand, et donc il représente aujourd'hui la CGPME. C'est bien ça, Monsieur Durand? Exactement, tout à fait. Bonjour. Voilà. Alors, la parole à Madame Serre pour nous expliquer cet étrange organisme. Le dialogue social, c'est un enjeu énorme. Bonsoir, mesdames et messieurs les auditeurs. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est la première fois que l'Observatoire départemental du dialogue social de l'Aveyron donne à voir ce qu'il est possible de faire quand on a envie de faire vivre le dialogue social. Alors, cet observatoire départemental du dialogue social, il est issu d'un décret, donc du Code du travail, et qui vise à favoriser le dialogue social dans les entreprises, principalement dans les entreprises qui n'ont pas d'instance représentative du personnel, donc ça veut dire les petites entreprises, et vous savez que dans ce département, la quasi-majorité sont des très petites entreprises. Qui sont souvent créées par des Aveyronnais, d'ailleurs. Et qui sont souvent créées par des Aveyronnais. Et l'ambition de cet observatoire, c'est de faire vivre le dialogue social au travers des organisations syndicales de salariés représentatives et des organisations patronales représentatives. Et de ce fait, c'est donner à voir ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'une instance qui peut elle-même décider des sujets qu'elle aimerait aborder et permettre, faciliter ce dialogue social, parce que si les organisations syndicales et patronales se parlent entre elles au niveau du département, on peut aisément imaginer que ça donne envie aussi aux militants de ces organisations d'essaimer les sujets et de donner à voir que même si on n'a pas d'instance représentative dans son entreprise, on peut trouver des moyens de se parler et de travailler les sujets, les objets des relations au travail. Alors, l'instance, elle a été créée, comme partout en France, en 2018. Bon, donc elle est de création relativement récente. Elle est de création relativement récente. On a eu quand même la petite interruption due aux événements de la crise sanitaire qui ne nous ont pas aidés. Et on a décidé de donner à voir ce qui est important aujourd'hui dans ce département en quasi plein emploi. Quasi plein emploi, ça veut dire qu'on a un taux de chômage très faible, qui est de 5,5%, et qui fait que, globalement, la question de l'attractivité des métiers, la question de comment je recrute, est-ce que l'emploi de qualité pour un salarié, c'est un sujet? Est-ce que la performance pour une entreprise qui peinerait à recruter pourrait être impactée? Est-ce que, et ça vous l'avez tous vécu, la question de la relation au travail qui a été bouleversée après cette crise dite du Covid, qui a bouleversé la relation au travail et qui a
fortement impacté dans ce département nos entreprises, puisqu'elles ont besoin de recruter. Et sur le marché du travail, on se trouvait avec des salariés potentiels qui avaient peut-être envie de changer de métier. On prendra l'exemple de l'hôtellerie-restauration, vous le savez. Après cette crise sanitaire, les salariés de l'hôtellerie-restauration ont eu envie d'imaginer d'avoir une organisation du travail qui soit comme celle des autres salariés, compatible avec une vie de famille. Enfin, pensez à autre chose. Les attentes ont changé, les attentes des futurs employés ont changé. Et puis, le fait qu'on soit en plein emploi, ça signifie que les entreprises, petites et moyennes, ont du mal à recruter. Elles ont du mal à recruter. Et elles sont obligées d'innover. Donc, c'est un peu le sujet de ce soir. C'est ça. Elles sont obligées d'innover. Et quand on rencontre un chef d'entreprise, depuis plusieurs années, ils nous disent invariablement... Mon problème, c'est le recrutement. Je suis empêché et ça peut perturber la vie de mon entreprise et mon développement. Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Et donc la réflexion, je précise que l'Observatoire, il est accompagné par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations. Pour faire court sur le périmètre dit de l'inspection du travail, on accompagne les partenaires sociaux, on en assure le secrétariat. Donc on a réfléchi, on a cherché des pistes de travail, et puis assez rapidement, et je dirais que c'est mon voisin de droite, monsieur Honoré Durand, qui a dit, écoutez quand même, on n'a pas besoin d'aller trop chercher le sujet, c'est quand même comment on recrute, comment on fidélise nos salariés, comment on donne envie de rentrer dans nos entreprises et peut-être d'y rester un petit moment. Dans la salle, il y a aussi d'autres représentants d'organisations patronales qui nous ont aussi dit que c'était un sujet, mais qu'on pouvait aussi trouver des solutions et qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher bien loin. Donc, chemin faisant, on s'est dit, on pourrait travailler la question versus salarié. C'est un observatoire, donc aller chercher les bonnes pratiques du point de vue de l'entreprise, dans une démarche qui facilite le dialogue social et qui permette aux salariés aussi qui sont dans l'entreprise de donner leur point de vue. Donc c'est une étude qui a duré quand même à peu près 1 an et demi. On a des conclusions intéressantes. On a des conclusions intéressantes. Et ce que je voudrais dire, c'est que le choix des entreprises, puisqu'après, M. Vampouille l'a évoqué tout à l'heure, une consultante nous a accompagnés, a fait des monographies, enfin il y a du matériau intéressant. Et puis les tables rondes le permettront aussi d'évoquer ces expériences réussies. Ce qui nous a permis d'avancer, c'est le principe de dire, ce sont les membres de l'Observatoire qui vont essayer de nous trouver des entreprises intéressantes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a eu des cibles d'entreprises qui étaient proposées soit par les syndicats de salariés, soit par les représentants des organisations patronales. Donc ça c'est intéressant, on a cheminé comme on l'a dit. Et ensuite, l'Observatoire, il a répondu à un appel à projet du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Vous avez peut-être entendu parler de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un opérateur du ministère du Travail et qui, chaque année, fait un appel à manifestation d'intérêt pour que des entreprises ou des collectifs d'entreprises puissent, selon la thématique qui est proposée, bénéficier d'un accompagnement spécifique et permettre, c'est le principe de l'ANAC, de diffuser les bonnes pratiques. Et il se trouve, ça tombait très bien, que l'année 2024, la thématique, c'était comment fidéliser les salariés dans l'entreprise et comment valoriser l'attractivité de certains métiers. Donc on était pile poil dans la cible. On a répondu, les membres de l'Observatoire ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. Et de fait, on a eu les moyens, la ressource pour travailler, comme on va vous l'expliquer ce soir, à repérer les bonnes pratiques et ensuite, et on le dira certainement en conclusion, comment on pourra transformer l'essai. Voilà. Donc voilà, merci Madame Serre. Madame Serre a cité mon nom, donc je suis l'animateur au niveau de la radio de cette soirée, mais je suis aussi représentant d'une organisation patronale au sein de l'ODDS,
l'Union des employeurs de l'économie sociale et sanitaire. Et alors, je me tourne, donc j'ai deux casquettes ici ce soir, je me tourne vers Emmanuel, Emmanuel qui est le représentant donc, de salariés, hein, qui s'est particulièrement impliqué dans ce projet. Enfin, comment l'a-t-il vécu? Enfin, Très très mal. Non, très bien en fait, très bien. On est dans un endroit, l'ODDS, c'est comme l'ANACT ou l'ARACT, puisqu'il y a aussi l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail qui existe. Ce sont des endroits, on va dire, un peu neutres. C'est-à-dire qu'on arrive, on met tout au porte-manteau, le chasuble Force ouvrière, celui du MEDEF, s'il y en a, je ne sais pas, et d'autres, CGPME, peu importe, et on est là pour parler ensemble. On a tout le loisir de pouvoir exprimer notre mécontentement dans la rue, quand il le faut, on sait faire. Là, c'est le militant là, qui parle. Je suis aussi un militant syndical, mais il n'empêche qu'on peut avoir des endroits où on peut parler ensemble. Quand on parle d'amélioration des conditions de travail et attractivité, ça intéresse tout le monde, que ce soit les employeurs ou les salariés. Je veux dire, là-dessus, il n'y a même pas de débat. Donc, il se trouve qu'au début de l'ODDS, vous êtes quelques-uns ici dans la salle à avoir vu le début. C'est vrai qu'on se regardait un peu, on ne savait pas trop quoi faire. Il faut dire ce qui est quand même. Hein. On ne savait pas qu'est-ce qu'on fait là, voilà. Et puis effectivement, il y a eu l'histoire du FACT, ce fonds d'amélioration des conditions de travail, qui nous a permis de dire, bah tiens, effectivement, l'attractivité c'est important, lié aux conditions de travail, c'est important aussi, des bonnes conditions de travail. Et on a des moyens, on a répondu à cet appel, à la candidature, et puis ben, on a eu les fonds pour pouvoir le faire. Mais comme cette structure n'existe pas, enfin elle existe, mais elle n'a pas de statut juridique, il fallait que ce soit un syndicat ou une branche, enfin peu importe, qui se porte garant et qui porte les finances et tout l'aspect technique. Donc Force ouvrière s'est proposé pour le faire, et donc on a pu faire ce FACT, et puis bah aujourd'hui, vous allez voir la restitution de ce travail. Après, on a été plusieurs à y bosser. Hein, voilà. Mais c'est surtout une bonne volonté de la part de tout le monde. Et ça, c'est important. Donc, un peu de patience, mais on entend déjà l'importance de l'implication d'Emmanuel Dumas, militant. Alors, je me tourne vers Honoré Durand, militant aussi de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Comment a-t-il vécu ce travail ? Alors, militant, c'est peut-être un grand mot, passionné peut-être par le travail et les conditions de travail. Madame Serre a bien tout résumé, les conditions, a bien résumé ce qui s'est passé. En fait, on s'est retrouvés, Emmanuel aussi, on s'est retrouvés en fait tous dans une salle, et effectivement, on a réussi à partager beaucoup d'éléments, à découvrir. Moi, personnellement, j'ai découvert effectivement que les patrons avaient peut-être des idées bien arrêtées sur certaines choses, mais qu'en fait, il fallait aussi écouter les salariés, imaginer se mettre à leur place. Et moi, ça m'a fait avancer énormément, merci pour ça. Et après, ça nous a permis de voir, en fait, de trouver le sujet de l'attractivité du territoire par rapport à l'emploi. C'est un gros sujet principal pour toutes les entreprises de l'Aveyron, parce que comme le précisait Madame Serre, il y a très très peu de demandeurs d'emploi en Aveyron, et donc c'est une grosse problématique pour la majorité des entreprises de trouver des salariés au quotidien, voire sur le long terme. On a un territoire qui est rural, qui est attractif par certains côtés, mais qui par certains côtés peut également un petit peu rebuter. Donc je pense que c'est aux entreprises, c'est aux collectifs de l'entreprise, donc j'inclus là-dedans les chefs d'entreprise, mais également les salariés, à être attractifs, à donner l'attractivité à leur métier, donner l'attractivité aux conditions de travail. Je pense que et on a bien partagé par rapport à tout ça entre les représentants syndicaux, on va dire, et ça a permis de bien avancer, aussi des fois d'enlever certaines idées reçues. Il y avait des idées reçues parfois, et on a pu réussir à se dire qu'en fait on l'imaginait un petit peu tous différemment, mais on passait tous un petit peu la même chose. Voilà, ben merci Monsieur Durand. Vous allez tout à l'heure participer à la table ronde, donc vous serez plus impliqué encore dans le concret par rapport aux réalités de votre entreprise. Alors, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet et puis de présenter les résultats de cette étude. Alors, ces résultats devaient être présentés par Madame Fregnault, qui vient de Toulouse. C'est en fait une chercheuse de la société Agent Ergonomie qui a mené les études dans les entreprises et qui a apporté ses conclusions à l'ODDS
conclusions qui ont pu être mises en valeur, débattues, échangées. Et donc, voilà, elle va arriver tout à l'heure, hein, donc on aura l'occasion sûrement de l'entendre en fin de soirée, mais on va tout de suite entrer dans ces conclusions. Hein. Donc les voici, donc les auditeurs ne le voient pas, mais dans la salle, je suis en train de projeter le rapport synthétique, et donc on va le détailler. Donc il s'agit bien d'une étude pour améliorer l'attractivité des entreprises en agissant, c'est un mot fort, hein, agissant sur les conditions de travail et d'emploi. Et donc, à l'ODDS a été suggéré un certain nombre d'entreprises qui paraissaient, de la part des témoignages des membres de l'ODDS, intéressantes parce que innovantes pour apporter des réponses à la question posée. Alors, vous les voyez là, il y en a 7, enfin, on avait l'ambition d'en faire plus, mais le temps s'écoule extrêmement vite. Donc, je les cite, hein. Famille Service Aveyron, la ferme Seguin, le groupement d'employeurs Jeunes Montagne, ça doit parler à M. Durand, le groupement de coopération sociale et médico-sociale Palayos, d'ailleurs son directeur qui est à Marseille actuellement s'excuse de ne pas pouvoir participer, mais il était très motivé. Maison Quintard, là on est dans le secteur agricole, MP Usicap, c'est de l'industrie, et Soconc, qui est vente et conception de cuisine, d'ailleurs dont le directeur, Stéphane Glaise, est ici présent et participera tout à l'heure à la table ronde. Parce que sur cette table ronde, nous avons été chercher d'autres entreprises encore pour enrichir l'expérience. Donc voilà pour les participants. Alors en introduction, Madame Fréliot indique ici ce qui a été les points en fait d'étude, hein, ce qui a été dans sa recherche ces éléments d'innovation. Donc, elle a trouvé que les entreprises allaient mobiliser des leviers hein, sur les conditions de l'emploi, les relations en fait. C'est un mot très très important qu'on va retrouver tout à l'heure probablement dans la table ronde, entre les salariés et les employeurs. Les conditions de travail aussi, les aspects matériels, organisationnels et même psychosociaux. Aussi l'organisation, le contenu du travail, le management. Dieu sait si quelquefois, mais ça n'a pas été le cas dans ces entreprises, il peut y avoir un management toxique. Ça peut arriver comme partout, oui. Voilà, il y a des mauvais chanteurs, il y a des bons chanteurs. Vers le syndicaliste, là. Dialogue social et professionnel, et compétences et parcours. Et il y a 3 thèmes qui se sont dégagés qui permettaient justement à ces entreprises de trouver leurs salariés parce qu'ils étaient attirés par ce qu'ils proposaient et aussi de pouvoir les conserver. Parce que, oui, en Aveyron, ce n'est pas toujours facile de conserver ses salariés. Certaines entreprises, d'ailleurs, gardent jalousement leurs secrets pour ne pas qu'on leur pique leurs salariés. Enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre. Alors, 3 domaines, en fait, qui vont être les thématiques de la table ronde tout à l'heure. L'inclusion, comment on gère l'inclusion d'un nouveau collaborateur. Les compétences avec un autre mot qui est le mot parcours. Parcours, c'est-à-dire ces compétences, comment elles se construisent, est-ce qu'elles sont exigées au moment du recrutement, est-ce qu'il va y avoir une possibilité d'évolution, et puis les aspects individuels. Alors la surprise, c'est que ces entreprises étaient extrêmement mobilisées pour faciliter la solution que les futurs salariés éventuellement devaient trouver. On parle du logement, on parle de l'accueil des enfants, de la scolarisation, etc. Et oui, elles sont préoccupées. Donc c'est les 3 thèmes. L'inclusion ici un peu plus en détail. On va trouver que pour tous les métiers et du secteur d'activité des entreprises, c'est un souci. Et cette montée en compétences, elle est d'autant plus nécessaire que très souvent, vous allez l'entendre tout à l'heure, dans la table ronde, les compétences exigées dans l'exercice du travail dans ces petites et moyennes entreprises ne sont pas à disposition du futur salarié.
Donc les entreprises vont les former. Il y a aussi une priorité qui est donnée à l'origine géographique. Les Aveyronnais, j'en parle d'autant plus que moi j'en suis pas un, sont quand même très attachés à la culture de l'Aveyron. Hein. Et donc il y a cette priorité constatée au territoire géographique, mais on accueille aussi des personnes qui ont des projets d'installation en Aveyron, et même parfois venues de très loin, de Bretagne ou même de l'étranger. Hein. C'est quelquefois facilité. Et l'importance aussi de l'intérêt de la personne pour le poste et l'emploi. Ça rejoint la recherche de sens dont vous avez fait allusion tout à l'heure après le Covid. Hein. C'est aussi très très fort. Et donc, on met en place les conditions d'emploi favorables au recrutement, donc quelquefois la mise à disposition d'un logement, l'accompagnement dans les démarches. C'est quelque chose de tout à fait important au niveau de l'inclusion. Les compétences, je passerai assez vite, on le comprend bien, hein, comment les entreprises vont gérer ce développement des compétences au travers de la polyvalence, de la polycompétence, de l'auto-organisation des salariés, de la confiance qui leur est accordée, de la prise de décision, de la circulation de l'information, etc. Donc ce sont des thèmes qu'on a retrouvés transversaux dans toutes les entreprises. Donc les aspects individuels, on vient un peu déjà d'en parler, hein. L'accompagnement des salariés sur les dimensions personnelles, la reconnaissance aussi, hein, le fait que les efforts des salariés sont reconnus ou bien leur évolution de compétences. En conclusion, 3 thèmes, des pratiques innovantes dans les TPE et petites PME au niveau du recrutement, des souplesses organisationnelles et des ajustements permanents. Hein. Voilà. Donc ces conclusions, vous allez pouvoir les retrouver, donc c'est dit extrêmement rapidement là ici, hein, vous allez pouvoir les retrouver dans des monographies qui sont sur le site de l'ODDS 12. Donc les voici, vous allez pouvoir télécharger les détails entreprise par entreprise, hein, de ces monographies. Alors, vous avez encore la possibilité, messieurs, mesdames, d'ajouter quelques commentaires à ce résumé impromptu là, que je viens de faire sur le travail d'accent ergonomie. Monsieur Durand. Moi, je pourrais rajouter que les résultats de l'étude, effectivement, sont très probants, et c'est qu'en fait, ça souligne vraiment que on doit, enfin, les entreprises, les chefs d'entreprise doivent gérer leurs salariés, des fois dans des problématiques qui sont un peu personnelles, et on arrive aux limites de l'entreprise et du chef d'entreprise et par rapport aux salariés. Enfin, je ne sais pas si c'est le vécu qu'on peut avoir entre guillemets de l'autre côté de la barre, mais ça veut dire que on est dans un territoire rural, on est un petit peu isolé et on doit se serrer les coudes et on doit tous s'entraider, et ça revient un petit peu à ça, je pense. D'accord. Emmanuel Dumas. Je pense que ce qui est important, c'est surtout les tables rondes. Je pense qu'on attend tous un petit peu ça pour voir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un panel d'entreprises qui est vraiment différente. On a de l'agricole, on a de l'industrie, du service, tout ça. Ça peut donner des idées un peu à tout le monde. Parce que le but de l'opération, c'est que tout ça fasse des petits, entre guillemets, et qu'on puisse, à un moment donné, faire d'autres sujets un peu plus tard en lien. C'est-à-dire, l'ambition de DDS, c'est que cette découverte, en fait, des éléments les plus importants pour fidéliser et recruter ces collaborateurs puisse finalement inspirer d'autres entreprises. Il faut que ça serve à ça. S'il y a des livrables, ce qu'on appelle un livrable, c'est qu'il faut que les chefs d'entreprise ou même les instances du personnel puissent se saisir de tout ça et en parler et mettre peut-être des choses en place. Il y a un tas de choses à faire. Après, ce sujet, il est là aujourd'hui, et puis l'année prochaine, il y aura sûrement d'autres sujets. Donc, c'est les premiers jeudis de l'ODDS. Il faut que ce soit de temps en temps quand même dans l'année sur d'autres thèmes. Donc là, on est au début. Donc, pour conclure sur cette première partie qui va être reprise dans quelques instants dans la table ronde, c'est qu'il y a 3 orientations. La prise en compte des situations personnelles au moment du recrutement.
paraît important à toutes ces entreprises. La mise en place aussi de compétences qui n'existent pas au point de départ et d'assurer un parcours de formation et de développement. Et puis le troisième thème, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail, on n'en a pas parlé, mais on le fera dans la table ronde. Il y a déjà des entreprises qui sont sur la semaine de 4 jours, qui font du télétravail. Comment améliorer ces conditions de travail? Donc voilà. Alors, on va faire une petite pause à l'antenne sur Radio Temps. Le temps que nos 4 invités, ou nos 3 invités, puisque le 4e, je pense, n'est pas encore arrivé, en tout cas, je ne l'ai pas vu, puissent s'installer ici. Et on peut déjà quand même vous présenter ces grands témoins, parce que vous allez certainement vouloir rester à l'écoute. Et notre journaliste Alam Memouni présentera leur entreprise dès la reprise d'antenne. Donc, ces personnes, eh bien, il y a Stéphane Glaise pour l'entreprise SoCook de Rodez, dont on a déjà parlé, Léo Delon pour l'entreprise Lita Expresso, hein, il en est le fondateur, et on retrouvera Honoré Durand de l'aïeul Honoré Durand, qui d'ailleurs est à l'honneur, puisque un de ses couteaux va représenter la France au plan national. La France, l'Aveyron, d'accord. C'est important. Hein. C'est une abeille avec des ailes mobiles. Donc là aussi une innovation technique. Et enfin, Vincent Baldé pour les escaliers Baldé, hein, qui doit probablement arriver. Alors, je vais donc passer l'antenne pour un intermède musical et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Sur la musique? Non, on n'a pas le retour. Oui, venez. Ah, il est là. Mais moi, je vais bouger, moi. Du coup, c'est moi qui vais juste... Pardon. C'est moi qui vais juste après? Oui, okay. C'est toi qui les présente, ouais. Ok. Bah, où vous voulez. Ça va? Okay, Allez, venez. Monsieur Ventoux, vous avez le numéro de M. Baldé, je sais bien fait. Comment? Le numéro de M. Baldé. Il est là, M. Baldé. Ah, qui c'est qui? Il est là. Voilà, M. Baldé. Non, je ne savais pas repérer, c'est bien. Moi, je vais te laisser. Je vais aller là, tranquille. Là. Non, tu restes, tu peux intervenir, des questions, des choses comme ça. Ouais. Donc, on prend 2-3 minutes. Hein. Et je vous rappelle qu'avant de partir, il y a un buffet hein, quand tout sera fini. Non, mais ça va peut-être vous faire rester. On a tout prévu, hein, ça se passe juste derrière. Voilà, alors on se retrouve pour cette soirée sur l'antenne de Radio Temps Rodez pour les jeudis de l'ODDS, donc une table ronde autour de cette thématique de l'emploi en Aveyron. Comment rendre les emplois attractifs dans un département qui est en plein emploi et qui fait que, quelquefois, les petites et moyennes entreprises, donc c'est les entreprises de cette soirée, ont du mal à recruter, voire même, quelquefois, à fidéliser leurs salariés. Donc, ici, autour de la table ronde, quatre dirigeants d'entreprise, je vais les nommer et notre journaliste, Alain, va les présenter et on verra en même temps leur support de communication sur Internet. Bon, les auditeurs ne le verront pas, mais ils pourront toujours aller les chercher. Donc, j'ai à ma gauche Vincent Baldé, hein, pour les escaliers Baldé, qui nous vient
assez loin en fait. Oui, enfin, pas très très loin quand même. Je suis de Durinck, c'est proche de Durinck. Requista, canton de Requista. Bon, vous avez eu du mal à venir avec la pluie, là, probablement, non? Non, nous sommes en train d'installer le salon de l'habitat et je vous prie de m'excuser pour le retard. Avec la pluie, on a eu un petit peu de mal, effectivement. À votre gauche, Stéphane Glaise, qui est là pour la Soco Crodez. Oui, donc bonsoir. lui aussi a créé cette entreprise. Oui, il y a maintenant 8 ans. Voilà, et qui est de Rodez. Ensuite, Léo Dellon de Lita Expresso, hein, une entreprise, là aussi, il en a été le fondateur. Donc, bonjour, vous êtes implanté pas loin de Rodez aussi. Oui, c'est ça, à Bourran. D'accord. Et puis, on ne le représente plus, hein, Honoré Durand, des couteaux Layol, Honoré Durand. Alors, je passe la parole à Alain Memouni qui va nous présenter ces entreprises plus en détail, afin que vous identifiez un petit peu mieux ce qu'ils ont à vous dire. Oui, j'espère, bonsoir à tous, j'espère faire honneur à ces entreprises qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Alors justement, avant de laisser la parole aux invités et animateurs de cette table ronde, aux archives départementales de Rodez et en direct depuis le 107 FM, je me permets une petite présentation donc, de ces chefs d'entreprise aveyronnais et de leurs entreprises, en commençant donc par Vincent Baldé pour Escalier Baldé. Donc à Durinck, au cœur du Lévézou, l'entreprise Les Escaliers Baldé perpétue depuis près d'un siècle donc une passion familiale pour le bois et le bel ouvrage. Fondée en 1927, l'histoire commence avec le grand-père de l'actuel dirigeant, Vincent Baldé, qui crée successivement une scierie, un salon de coiffure, puis une ébénisterie. 3 générations plus tard, la menuiserie familiale est devenue une référence régionale dans la fabrication d'escaliers sur mesure. Installée sur plus de 2500 mètres carrés de bâtiments modernes, l'entreprise allie savoir-faire, traditionnel et technologie de pointe grâce à des logiciels de conception de dernière génération. Chaque ouvrier qualifié y assure la fabrication complète de son escalier, du dessin initial à la pose finale, dans un souci constant de qualité et de précision. Les escaliers Baldé travaillent une dizaine d'essences de bois, mais aussi des matériaux contemporains comme l'acier, l'aluminium, le verre ou l'inox, permettant ainsi de créer tous les types, du plus classique au plus design. Les escaliers Baldé sont donc situés 31 impasse Lupuech de Routaboul, ça se prononce comme ça, 12 170 Durinck. À présent, passons à Stéphane Glaise pour donc la Soukouk de Rodez. La franchise Soukouk, spécialiste des cuisines économiques 100% made in France, poursuit son développement national et a ouvert un magasin à Aulnay-Château, plus exactement route d'Espalion. Avec 215 points de vente en France, l'enseigne se distingue par son savoir-faire savoyard, son engagement environnemental et sa volonté de proposer des cuisines design, durables et abordables. Une fabrication française garantie. Toutes les cuisines Soukouk sont conçues, donc fabriquées et montées dans les usines high-tech de Haute-Savoie. Ce choix du Made in France assure donc une qualité irréprochable et une traçabilité complète. Chaque meuble est rigoureusement testé en laboratoire avant d'être installé et bénéficie d'une garantie de 10 ans. Soukouk s'engage aussi pour la gestion durable des forêts en privilégiant des bois issus de filières certifiées PEFC, donc produits en bois ou à base de bois. Design, qualité de petit prix grâce à un outil de production optimisé et à la fabrication en prix transparent. Tous les meubles sont montés en usine, garantissant ainsi un assemblage parfait et durable. Avec plus de 1100 collaborateurs et 100 000 mètres carrés de sites de production en Haute-Savoie, Soukouk incarne la performance et le savoir-faire français. À présent, passons à Léon Delon pour Lita Espresso. Derrière Lita Espresso, il n'y a pas seulement l'arôme d'un bon café, mais surtout une véritable philosophie entrepreneuriale portée par son fondateur, donc Léon Delon. Son ambition, c'est de réinventer la pause café en alliant qualité, innovation et engagement environnemental. Une production maîtrisée de A à Z chez Lita Espresso. En effet, l'entreprise contrôle l'intégralité du processus de production du café vert à la torréfaction artisanale, en passant par le contrôle de qualité et le conditionnement.
Chaque lot de grains est rigoureusement sélectionné et suivi pour garantir une traçabilité parfaite et une constance gustative irréprochable. L'atelier de production se distingue par un torréfacteur éco-conçu fonctionnant au pellet de bois, une alternative innovante au système classique au gaz ou à l'électricité. Un procédé qui permet de réduire plus de 70% des émissions de CO2 tout en favorisant un approvisionnement local. Les pelés proviennent d'entreprises de la région qui réutilisent des déchets de bois, garantissant une démarche circulaire et durable. Quant aux recettes, Lita Espresso, elles sont élaborées en collaboration avec Vincent Bayot, meilleur ouvrier de France torréfacteur. Objectif, offrir des cafés au profil aromatique équilibré et constant avec plus de 50 agences en France. Chaque client bénéficie d'un accompagnement complet par un entrepreneur local, installation, fourniture de consommables, maintenance et suivi personnalisé. À Rodez, Lita Espresso est situé au 280 rue Pierre Carrère. Honoré Durand pour les couteaux de l'Aïol. Installée à l'Aïol en Aveyron, la coutellerie et forge Honoré Durand perpétue depuis près de 40 ans un savoir-faire artisanal unique, alliant tradition, exigence et passion du couteau. Donc de l'Aïol, première certification indication géographique couteau de l'Aïol, une première en France. J'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Si on m'entend ? Ok. Moyennement. Bon, j'espère que c'est le cas à l'antenne. Donc je répète, première certification, indication géographique couteau de l'Aïol. Une première en France. Le 18 octobre 2024, l'Institut national de la propriété, merci beaucoup, de la propriété industrielle, j'ai l'impression que c'est la même chose, je vais quand même continuer, de la propriété industrielle a décerné au syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de l'Aïol la certification IG, donc couteau de l'Aïol, une fabrication intégralement artisanale comptant 28 artisans. La coutellerie réunit deux métiers essentiels, les forgerons chargés de la fabrication des lames, le ressort et les pièces métalliques, et les couteliers qui assurent l'ajustage, le montage, le façonnage, le polissage et l'aiguisage de chaque couteau. Chaque pièce est entièrement réalisée à la main, le forgeage de l'acier jusqu'à l'assemblage final dans les ateliers de l'Aïol. Un même couteau suit la fabrication de son couteau du début à la fin, garantissant ainsi une qualité et une cohérence exceptionnelles. La coutellerie Honoré Durand ne se contente pas de produire, elle transmet à travers son musée, ses visites d'ateliers et ses stages de coutellerie. L'entreprise partage la richesse d'un métier emblématique du Nord-Aveyron, symbole de patience, de précision et de passion. Les boutiques Forges de l'Aïol en Aveyron sont situées 20 rue du Toit à Rodez, sur la route de l'Aubrac à l'Aïol ou aux 8 allées de l'Amicale à l'Aïol également. C'est le cas? Non, c'est pas le cas. Si, c'est le cas. Je me suis trompée quelque part. N'y allez pas. Des autres boutiques, pardon, autant pour moi. Allez-y. Deux autres boutiques existent. Alors, je me trompe pas, c'est Toulouse et Paris. Non. C'est pas grave. Ok. Bon, vérifiez sur Internet. Merci en tout cas pour votre écoute. Et voilà, je laisse la parole aux tables rondes et peut-être une petite précision sur les adresses. Donc on va passer à cette table ronde, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas vu ces magnifiques sites Internet de chacune des entreprises, on sent que vous soignez votre communication les uns et les autres. Hein. Je pense que c'est important aujourd'hui pour trouver les clients. Mais donc, allez sur leur site, hein, c'est assez simple. Mais moi, j'ai envie d'un couteau, d'un escalier, j'ai envie d'un café quand je vois ça. Est-ce que je voudrais aller travailler? Ça, c'est. Bon, on va le savoir. Rassurez-vous, à la fin de la table ronde, il y aura les réjouissances, peut-être même du café. Allez. Donc, ce sera la parole maintenant à nos invités de la table ronde. On va passer sur chacun des thèmes en fait qui sont venus de l'étude qui a été menée par l'ODDS, mais avec finalement des nouveaux témoins hein, qui ont fait l'objet d'ailleurs de reportages sur Radio Temps Rodez qu'on va pouvoir trouver. Et on va commencer pour lancer chacun des thèmes. On va commencer par des extraits de ces petits reportages. On les trouve donc, il y en a une dizaine aujourd'hui, hein, dont 4 sont représentés ici. On va les trouver
en ligne assez facilement à partir du site de Radio Temps Rodez. Alors, d'abord, le thème sur lequel vous allez intervenir, c'est celui du recrutement. Comment se passe-t-il? Alors, écoutez ces extraits de ce que les uns, enfin vous-même, quelquefois, avez exprimé. Le recrutement, conditions et difficultés. Stéphane Glaise, cuisiniste à Soukouk, Rodez. Quand je fais un recrutement, j'essaye toujours de trouver une personnalité. Plus qu'une personne bardée de diplômes, ça m'intéresse pas forcément. Je veux une personnalité qui va se sentir bien. Il faut qu'elle puisse correspondre à l'équipe déjà existante. Embaucher quelqu'un, c'est aussi embaucher quelqu'un qui va se sentir bien dans l'équipe existante. Et c'est très difficile de trouver des gens qui correspondent vraiment au profil que l'on recherche. On a pas tant de candidats que ça, et donc ça devient de plus en plus dur. Il y a quelques années, quand je lançais un recrutement, j'avais facile une quinzaine ou une vingtaine de CV. Là, ça fait 1 mois que je suis en recrutement, j'ai reçu 3 ou 4 CV, pas plus. Sandrine Pommier, chaudonnerie PCMA, Flavin. Alors bien sûr, l'emploi c'est quelque chose qui est compliqué à aujourd'hui un petit peu dans tous les métiers. Hein. Dans le nôtre, dans la chaudronnerie, ça a toujours, même par le passé, ça a toujours été quelque chose de compliqué parce qu'il y a très peu de jeunes qui sortent de formation et ceux qui sortent en général, ils trouvent de suite ou de par l'apprentissage ou par des stages qu'ils ont fait dans leur cursus scolaire. Et à aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'avant parce que pour trouver des profils qui correspondent vraiment à notre structure aussi, hein, parce qu'on n'est pas des groupes, on n'a pas forcément les mêmes avantages que dans les grosses entreprises. Hein. Le recrutement, c'est quelque chose de compliqué, oui. Honoré Durand à la coutellerie L'Aïeul. Je pense qu'aujourd'hui, on a une problématique dans l'Aveyron de trouver des salariés et des gens qui veulent travailler parce qu'on est effectivement en plein emploi. Donc après, c'est à nous à trouver des solutions pour attirer des jeunes. Moi, par exemple, dans mon entreprise, on a un métier qui est un métier passion. Et dans les apprentis que nous avons, par exemple, il n'y en a aucun qui sont de l'Aveyron, ils sont pratiquement tous de départements très loin, comme dans la Bretagne. Souvent, les personnes qui viennent en Aveyron en vacances ou en déplacement veulent y revenir travailler parce qu'on a un cadre de vie qui est vraiment très agréable. Donc souvent, on a des contacts par rapport à ça. Également, on a mis un CAP en place sur la Gueule il y a 1 an et demi. Et là, au travers du CAP, ça nous permet de recruter des jeunes qui peuvent venir de toute la France. Fred de la salle de concert Hoc Live à Rodez. Travailler un jour dans le musée de musique actuelle, aller faire du bénévolat dans une asso, quelle qu'elle soit. C'est très formateur. Et c'est formateur. Et nous, quand on recrute, moi, quand je recrute, c'est ce que je regarde vraiment en premier. Oui. Voilà. Vous ne regardez pas le CV ou peu importe. On regarde le CV, on le regarde. Bien sûr. Mais franchement, quelqu'un qui est une bête de course dans les études et tout ça, mais qui a jamais fait 1 heure de bénévolat dans une asso pour aller se casser les dents sur du concret, etc. Moi, je sais que perso, ça me dérange. Donc voilà un peu ces témoignages, ces extraits. Enfin, on pourra découvrir davantage les réalités des entreprises en écoutant ces reportages complètement. Mais comment vous réagissez là? Enfin, il semble bien que ce soit aujourd'hui difficile de recruter. Enfin, qui veut témoigner à partir de sur le recrutement, hein, lui-même, cette phase de recrutement? Oui, effectivement, le recrutement, c'est un point très sensible pour le développement de nos entreprises. Aujourd'hui, il faut donner envie, effectivement, aux candidats de venir nous rejoindre. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à recruter, il y a même très longtemps, on se contentait d'une annonce assez simple, voilà, qui était oui, de construction très simple. Aujourd'hui, il faut rajouter du contenu dedans, il faut parler effectivement des conditions de travail, il faut parler du salaire. On ne parlait pas forcément de salaire il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas de salaire quand on voulait embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, voilà, il faut parler des conditions de travail, de l'ambiance qu'il peut y avoir, de tous les à côté, hein, ça va en passant par la mutuelle, par exemple, aussi, des choses comme ça. C'est des questions qui reviennent le jour de l'entretien.
D'accord, donc on se préoccupe déjà des situations personnelles. Dès l'élaboration de l'annonce, effectivement, il faut déjà donner envie aux gens de nous rejoindre. Alors, c'était Stéphane Glaise qui vient de s'exprimer. Monsieur Baldé, donc Escalier Baldé, vous êtes à Durinque, c'est dans le cœur de l'Aveyron, enfin, un milieu rural. C'est gentiment dit. Je sais que vous allez chercher des collaborateurs, quelquefois très très loin, et que vous en êtes même très, très satisfait. Oui, alors très loin, oui, quelquefois. Durinque, donc on est à peu près à 35 minutes de Rodez. Donc mes collaborateurs viennent de environ 20 à 25 km autour du village. Effectivement, j'ai recruté il y a 2 ans, c'est peut-être de ça que vous vouliez parler, un Marocain. J'ai mis une bonne année pour le faire venir je l'ai recruté sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Parce qu'il avait des compétences qui vous intéressaient. Ouais, un gars d'une 40aine d'années qui avait qui avait appris le métier d'une autre manière et dont j'ai été très satisfait parce que justement il nous a amené beaucoup de fraîcheur et des techniques de fabrication qui avaient été un petit peu perdues, quoi. Dans l'entreprise et dans le métier en général parce qu'ils ont des techniques qui sont peut-être un peu moins scolaires mais qui fonctionnent bien. Donc ouais, j'ai été très content de ce recrutement. N'empêche que je suis aussi plutôt satisfait des formations qu'on trouve dans notre métier, enfin dans le métier du bois. En tout cas, vous êtes très très proche en fait des structures de formation, enfin des lycées professionnels, etc. Vous y intervenez d'ailleurs. Oui, il m'arrive fréquemment d'aller faire des corrections dans les lycées professionnels, quelquefois d'intervenir pour expliquer mon métier aussi. Et donc, évidemment, cette proximité avec les enseignants fait que on comprend mieux les jeunes, on comprend mieux leurs attentes et on arrive peut-être un peu mieux à cerner les profils qui peuvent convenir à l'entreprise. Alors, je me tourne maintenant vers Monsieur Delon, qui est de l'entreprise, enfin qui est le fondateur de l'entreprise Lita Expresso, et entreprise éco-responsable. Ça parle aux jeunes aujourd'hui, donc vous n'avez pas de difficultés de recrutement. Alors on a des difficultés de recrutement comme tout le monde, mais en fait je crois qu'aujourd'hui il faut prendre le problème un peu à l'envers, et comme le disait Monsieur Glaise, je pense qu'il faut créer des entreprises qui soient désirables, comme on le fait pour nos clients. Aujourd'hui, on parle de marque employeur et en fait, il faut marketer son entreprise pour recruter. Donc en fait, il faut vendre son entreprise aux collaborateurs et le rapport a changé, le rapport de force a changé. Les gens ont une offre qui est importante. Et donc nous, aujourd'hui, on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille sur tout ce qu'on met en place. En fait, on le markete comme si on vendait un produit, on vend la boîte. Donc ça passe aussi par la création de sens, par C'est un mot-clé, ça, le sens en fait du travail. Oui, et puis je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises à mission, donc il faut aussi avoir des entreprises qui ont un sens, qui ont une mission, qui portent des valeurs et qui les incarnent. Et après, on parle de cohérence. Et en fait, ces valeurs, elles attirent les bons profils. Et quand on a une entreprise qui défend une mission et qui a un sens, qui a une cohérence, en fait, on s'aperçoit qu'on attire les bonnes personnes. Et aujourd'hui, nous, par exemple, on a des métiers qui sont très difficiles à recruter, comme les torréfacteurs. Aujourd'hui, on a, par exemple, Julien qui est venu de Bretagne, exprès, il a déménagé avec sa famille, on n'a même pas fait d'entretien physique. Et c'est lui qui nous a démarché pour venir travailler chez nous. Donc c'est quelqu'un qui a un bon niveau de torréfaction. Il a fini plusieurs fois vice-champion de France de torréfaction. Aujourd'hui, on avait mis un poste d'assistant torréfacteur et il était prêt et capable de venir, de déménager toute sa famille uniquement par rapport à ce qu'il avait vu de nous sur Internet et de notre communication. D'accord, donc c'est important de donner du sens, c'est ce qu'on entend. De donner du sens et de le marketer. Aujourd'hui, on parle de marque employeur, c'est le marketing de l'entreprise. Alors, Honoré Durand, donc les couteaux Layol, là aussi, la marque, on a vu votre site tout à l'heure, on voit bien que c'est une marque reconnue, c'est important, mais vous allez chercher vos collaborateurs en Bretagne, on a entendu ça tout à l'heure. Pourquoi les Bretons sont particulièrement doués pour faire du couteau,
Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. On a de la chance, enfin, j'ai de la chance d'avoir un métier qui plaît énormément aux personnes en particulier. J'allais citer les hommes, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par notre métier. On a un métier qui est un métier passion et il y a énormément notamment de jeunes qui sont dans l'esprit de revenir à ce que viennent de dire les personnes précédentes, c'est-à-dire revenir à du sens, revenir à de la création de valeur, créer des choses de leurs mains, de revenir à des choses un petit peu essentielles. Alors, par rapport à Internet, aujourd'hui, je trouve un peu déconnecté, mais les gens veulent revenir à des choses qui sont un petit peu élémentaires, et on a la chance dans le couteau d'avoir des gens passionnés qui veulent faire des métiers de passion. Et du coup, on a créé à l'Aïol un CAP coutelier il y a 2 ans qui rencontre un grand succès et qui nous permet d'attirer des jeunes de la France entière et notamment de Bretagne. Voilà. Donc du coup, à l'Aïol, il y a 2 ans et demi, on a mis en place un CAP, on l'a débuté avec mes collègues au travers du syndicat des couteliers. On a eu 7 apprentis pour commencer la première session. Là, on vient de commencer la 2e session. Et on a eu 11 apprentis qui ont commencé avec notamment, je crois qu'il y a 3 jeunes filles, 3 voire 4, mais je crois que c'est 3. Il y a 3 jeunes filles qui ont intégré la session de formation. Donc ça nous permet la marque employeur, c'est pas tout à fait le cas, c'est plus la marque de l'attirance par rapport à un produit, par rapport au couteau, et de donner du sens aux jeunes qui viennent s'exiler un petit peu à l'Aïol, parce que les Ruténois, ils ont toujours l'impression que l'Aïol, c'est un peu la Sibérie et le fin fond du monde. C'est un peu comme du Rhin, j'ai l'impression. et voilà. Donc les jeunes, par contre, ça nous mène, je les voyais hier ou avant-hier dans l'Aïol, il y avait 3-4 jeunes qui étaient ensemble, et à l'Aïol, il y a un gain ça amène quelque chose sur le territoire. Il y a un gain de jeunesse tout d'un coup qui arrive sur un territoire, ils ont 18, 20 ans, 21 ans, et on a des jeunes qui sont dans l'Aïol, qui sortent du travail et qui sont ensemble et qui amènent de la vie dans le village. Voilà. Voilà, merci Monsieur Durand. Donc on a entendu 4 chefs d'entreprise. Bon, on peut peut-être aussi entendre Emmanuel Dumas, syndicaliste. Il me fait non de la tête, mais si, il a certainement des réactions à ce qu'il a entendu. Est-ce que c'est finalement la balle est dans le camp du futur employé? C'est lui qui peut exiger d'avoir du sens, d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide. Finalement, c'est très bien pour vous, non? Non, mais c'est très bien pour tout. Non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une nouvelle donne, qu'il y a une génération qu'on n'a pas forcément en tête. Faut dire les choses comme elles sont. C'est pas que je sois très très vieux, mais bon, c'est de nouvelles trucs. Comment ça, oui. Non, mais c'est tout nouveau. Mais c'est très bien. Il faut avancer avec son temps et tout ça. Oui, parce que la marque, là, Monsieur Dallon parlait tout à fait, de la marque. Ça passe souvent par les réseaux sociaux. Par les influenceurs. Enfin, on n'a pas été jusque-là, hein, mais on peut peut-être y penser. Vous voyez sa réaction, là. Non, mais c'est très bien, c'est étonnant. Ça veut peut-être dire qu'au niveau France Travail, il y a peut-être des choses à faire aussi sur les réseaux. Je ne sais pas si ça existe ou pas, je n'en sais rien. Mais d'ailleurs, il y a des structures qui existent. Comment se fait-il que vous ayez eu cette idée de passer sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors, une question à M. Dallon. Nous, ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il faut saluer le travail de France Travail, qui est un vrai partenaire, proactif et qui nous accompagne. J'ai envie de dire, c'est comme tout, c'est un ensemble. Il n'y a pas un seul canal d'acquisition. Mais c'est vrai qu'on le voit aussi. Donc, c'est aussi, et ça ne s'arrête pas au recrutement. Après, c'est tout. On va en discuter après. Mais quand vous avez des collaborateurs qui partagent leur quotidien dans l'entreprise sur les réseaux sociaux, vous avez 2 options en tant que chef d'entreprise. Dire faut pas de téléphone, ou faire une photo avec votre collaborateur pour son Biril ou son Instagram. Lui, il se sent considéré, il trouve ça sympa, et du coup, on voit ça rayonne aussi. Et ça vient, c'est toujours mieux de dire mon entreprise elle est sympa quand c'est un collaborateur qui le dit, plutôt que quand c'est le chef d'entreprise qui le proclame. Aidez-moi. Voilà. Proclame. Voilà. D'accord, donc oui, là, donc on comprend bien là que finalement le collaborateur, enfin l'employé, va communiquer sur son entreprise et va porter l'image de l'entreprise. Mais en fait, c'est comme pour trouver des clients, il y a tous les organismes dont on parle, France Travail, etc. Il y a les clients qui parlent à d'autres clients, il y a le marketing, et en fait, c'est un ensemble de choses. D'accord. Et donc vous tenez compte. Alors, eh bien, on va passer à la deuxième thématique, celle qui a été donc pointée dans l'étude comme porteur
d'innovation chez certaines entreprises. Donc, c'est la prise en compte des situations personnelles. Et donc, on va lancer les échanges à partir, là aussi, des extraits, des reportages qui ont été faits en entreprise par Radio Temps Rodez. Donc, prise en compte ou pas des situations personnelles. La prise en compte des situations personnelles. Vincent Baldé, Escalier Baldé, Durinck. Quand je vous disais les soucis de transport, je mets à disposition un logement pour les jeunes qui ne peuvent pas forcément rentrer tous les soirs chez eux. Donc c'est du ponctuel, mais ils savent qu'ils ont toujours une solution de rechange. Moi perso, il m'est arrivé des dizaines de fois d'aller chercher ou amener les jeunes sans permis chez eux. Donc ça, le transport fait partie des premières, transport et logement font partie des premières contraintes qu'on essaye de gérer au mieux. Honoré Durand, coutellerie de l'Aïole. Alors effectivement, on doit avoir un rôle de facilitateur parce que c'est pas évident quand il y a quelqu'un qui vient de loin. Alors s'il est tout seul, si c'est un jeune, c'est moins complexe. Mais si vous avez un couple et encore pire avec des enfants, il faut vraiment leur donner des idées, des solutions, des possibilités locales qu'il y a à tous les niveaux, au niveau des garderies, au niveau des écoles, au niveau, si les enfants sont plus âgés, au niveau des lycées, où est-ce qu'ils peuvent aller. Trouver éventuellement, on travaille un petit peu sur ça sur l'Aïole, au niveau des entreprises présentes sur l'Aïole, où par exemple on essaye de trouver l'emploi pour le conjoint qui n'aurait à ce moment-là pas d'emploi. De toute façon, je dirais on n'a pas trop le choix parce qu'on reste un petit pays rural ou un grand pays rural avec des distances quand même qui peuvent être importantes entre les bourgs. Donc la communauté de communes par exemple nous aide énormément. Ils ont une personne pratiquement dédiée à ça pour renseigner les personnes, trouver du travail pour les conjoints, trouver du logement aussi qui peut ne pas être simple. Donc il y a vraiment une entraide entre tout le monde pour essayer de trouver du personnel, mais aussi surtout de le garder sur place en fait. Donc voilà un témoignage assez important. Et donc je vais vous relancer tout de suite, Monsieur Durand, parce que au-delà de votre entreprise elle-même, on vous a entendu trouver des solutions aux problèmes personnels de vos futurs employés. Peut-être les Bretons d'ailleurs, mais il y a une solidarité sur l'Aubrac en fait. On comprend que vous n'êtes pas seul dans la gestion de ces soucis-là et que le territoire a mis en place des moyens. Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve ailleurs? Enfin, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si on le trouve ailleurs. Nous, on a une chance énorme à l'Aïole, c'est qu'on a une communauté de communes qui nous a aidés à monter le CAP Coutelier. On a monté un CAP Coutelier en 3 mois, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais arriver à monter une formation à l'Aïole en 3 mois dans un cadre d'un CAP, ça a été quelque chose qui a été fait très rapidement. On a eu la chance d'avoir l'aide de l'Éducation nationale également. C'est un partenariat tripartite, c'est-à-dire qu'on a la communauté de communes qui nous a fortement aidés, l'Éducation nationale qui a joué totalement le jeu de venir faire quelque chose qui n'existe, je crois, nulle part ailleurs, c'est que l'Éducation nationale a accepté de faire une formation hors les murs de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que le CAP de l'Aïole ne se fait pas dans un collège ou un lycée de l'Éducation nationale, il se fait dans les locaux de la communauté de communes. Et la communauté de communes connaît les enjeux du territoire du Nord-Aveyron de l'Aïole. C'est qu'en fait, si on n'accompagne pas les gens à minima, des salariés qui viennent d'ailleurs, ils vont pas oser venir, ils vont se poser beaucoup de questions, ils vont pas oser rester. C'est vraiment, il faut un accompagnement. Et donc, on a une personne de la communauté des communes qui bichonne, c'est le mot il est faible presque, c'est une personne qui bichonne les apprentis et ils ont tous son téléphone, elle leur trouve des choses à faire presque le soir, elle leur trouve des choses à faire le week-end, et je pense que si tout le territoire arrive à se mobiliser, alors quand je dis le territoire, bien évidemment, c'est à la fois tout ce qui est un petit peu politique, mais les entreprises, si on arrive à être tous ensemble, à être mobilisés, on ne peut faire que des belles choses. Ça, c'est une certitude et je pense qu'on en a la preuve. Alors, est-ce que les autres chefs d'entreprise présents vont aussi loin que ça? Est-ce que là aussi, vous devez trouver du travail pour le conjoint, pour pouvoir intégrer un salarié que vous avez trouvé et qui vous convient ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez dû faire? Stéphane Glaise. Alors moi, ça m'est encore jamais arrivé, effectivement, de trouver donc du travail pour un conjoint. Par contre, aménager le temps de travail des conjoints, faire en sorte que
des salariés, je veux dire, pardon, pas du conjoint, faire en sorte que tout se passe bien. Par exemple, quand vous avez des jeunes femmes qui ont des enfants, moi j'ai eu des demandes du style, voilà, est-ce que vous voulez bien participer à payer une partie de la crèche? Donc ça m'est arrivé. Pendant 3 ans, j'ai financé une partie de la crèche grâce à un partenariat qui existe avec certaines crèches. Pour pouvoir effectivement fidéliser et faire en sorte que ce salarié reste. Ça a été des aménagements d'horaire aussi, hein. Pourtant on est dans le commerce nous, mais voilà, ça a été par exemple le soir partir à 17h pour aller chercher les enfants. Donc il faut l'accepter, ça, il faut faire la part des choses, voir si l'entreprise n'est pas gagnante au final. Et en fait compte, moi j'ai vite fait mon calcul et en répondant favorablement à ces demandes-là, j'y étais gagnant de par la fidélité du personnel et puis de l'efficacité au travail. Quand vous donnez satisfaction comme ça à ces personnes-là, je peux vous dire qu'elles se défoncent 2 fois plus au travail encore qu'avant. Donc voilà, donc c'est un calcul qu'il y a à faire. Et c'est un dialogue, il faut voir à chaque fois si vraiment l'entreprise est gagnante. Et moi, dans toutes les relations humaines que j'ai pu avoir avec mes salariés, j'ai toujours mis ça en place. Alors on me dit des fois que je suis trop gentil, mais en fin de compte, moi j'y suis gagnant. J'y suis gagnant au final. Alors, Monsieur Delon, vous avez facilité l'intégration de votre maître torréfacteur. C'est ça aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses aussi que vous prenez en charge ? On ne prend pas en charge, mais si on peut accompagner, être flexible, en fait, nous, on met en place beaucoup d'espaces d'écoute et on a tout un process en fait d'intégration avec des espaces de dialogue bien définis où on prend en compte les situations et on va proposer des solutions adaptées à chaque situation. Alors encore une fois, en restant cohérent avec les attentes et les besoins de l'entreprise. Donc on essaye, en fait, c'est toujours un savant équilibre entre répondre aux besoins et aux attentes du collaborateur tout en gardant la performance de l'entreprise. Mais en fait, on s'aperçoit que quand tout le monde y met du sien, ça fonctionne et en fait tout le monde en ressort gagnant. On parle de l'aménagement des horaires, on peut parler de tout un tas de choses, mais je crois que nous, il y a quasiment... on a une vingtaine de collaborateurs, on doit avoir je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être 7-8 plannings différents. Alors ça demande une gestion, mais après bon, c'est simplement une organisation et aussi le fait de faire confiance aux gens. Voilà. Oui, donc vous adaptez vos plannings de travail à la situation personnelle de chacun, quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis ceux qui ont des enfants, à un moment, si les enfants sont malades, il nous appelle, il prend sa demi-journée, il la rattrape. S'il faut partir 15 minutes plus tôt, il part 15 minutes plus tôt. Mais on sait que voilà, il raccourcira sa pause entre midi et 2. Enfin, voilà, et on ne contrôle pas en permanence. Alors peut-être qu'on peut le faire parce qu'on est une vingtaine et qu'après ça deviendra plus compliqué. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun. Et moi, ce que je dis souvent aussi à nos collaborateurs, vous voulez une entreprise différente, vous voulez un patron différent, mais soyez aussi différent dans votre comportement et soyez moteur dans ça, en fait. Alors, ça me fait penser à un reportage qu'on a fait sur une entreprise qui s'appelle Mecogite, qui travaille sur le photovoltaïque. Rien à voir avec votre activité, mais en fait, si, ça a à voir avec votre activité, car ils utilisent la pause café, c'est votre job en entreprise, de proposer ça, de proposer de l'équipement et de la maintenance. C'est un outil en fait pour eux, de ces échanges qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire prendre en compte les situations, échanger de l'information, enfin avoir des relations qui sont pas simplement de détente en fait, qui sont de vraies relations professionnelles. Ça doit vous plaire, ça? Nous, en fait, chez l'ITA Espresso, nous, ce qu'on veut, en fait, et notre mission, c'est qu'on souhaite raviver l'attraction des entreprises en créant des espaces de pause. Alors, ça ne plaît pas toujours aux chefs d'entreprise, mais en fait, on veut créer des espaces et des lieux de vie. On veut que l'entreprise devienne aussi un lieu de vie où les gens prennent plaisir à venir, plaisir à échanger. Et en fait, autour de la pause de café, en fait, on va créer un véritable espace de communication. Et nos clients nous le disent aussi. Des fois, ils ont supprimé la pause café. Et en fait, ils se sont aperçus que la communication interservice ne se faisait plus. Et de toute façon, quand ils prennent 10 minutes pour prendre une pause café, la plupart du temps, en fait,
il parle de travail. Donc en fait, ce sont des mini-réunions qui se font de manière informelle, où il y a une création de liens, il y a une création de communication, il y a un passage d'informations qui se fait. Donc nous, on veut vraiment créer des espaces de convivialité, mais qui sont dédiés à la performance des entreprises, en fait. D'accord. Alors, Monsieur Baldé, donc d'Escalier Baldé, lors du reportage auprès de votre entreprise, j'ai été frappé, vous m'avez montré le local de convivialité, donc vous êtes aussi sur cette ligne-là, de la relation. Est-ce qu'il y a des pauses café chez vous? Alors oui, nous on commence carrément par la pause café, parce qu'on a une réunion tous les matins qui dure une dizaine de minutes, pour débriefer l'activité de la veille et voir exactement le planning de la journée. Je crois qu'il y a... c'est sûr, c'est important d'organiser ça. Après, je crois qu'il faut rester aussi, il faut garder quand même le cœur du métier, au cœur du métier son importance. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de leur donner du travail le plus intéressant possible. Alors c'est des fois un petit peu difficile parce que c'est difficile à vendre quand c'est compliqué à fabriquer, mais derrière l'intérêt du travail est quand même essentiel, quoi. Donc on met aussi l'accent là-dessus, quoi. D'accord. Est-ce que la salle voudrait réagir à ces deux premières thématiques, du recrutement et puis de l'adaptation finalement au désir, aux problématiques, aux problèmes qui se posent à ces futurs ou présents collaborateurs? Des questions, on a un micro dans la salle qui peut circuler si vous voulez le faire. Non? Non. Pas pour l'instant, mais ça viendra peut-être après. Alors on va enchaîner sur le troisième thème, qui est celui des parcours de compétences, en fait. C'est-à-dire l'aménagement de ces formations avec, là encore, des extraits. La question des compétences. Honoré Durand, coutellerie de l'Aïeul. Si on veut recruter des personnels qui sont compétents sur les couteaux, on est obligé de prendre chez nos collègues et concurrents, donc c'est peut-être pas très aimable. Donc on a souvent en fait des propositions de personnes qui souhaitent se former dans le couteau parce qu'ils ont une passion par rapport au couteau, et donc nous leur apprenons le métier et du mieux possible, et après en espérant qu'ils veuillent bien rester longtemps. Madame Cazotte, exploitante agricole à Villefranche-de-Panard. Quand un salarié arrive sur une exploitation, il peut n'avoir aucune expérience, mais au final, il va se retrouver à être éleveur, à être agronome, à être tout un panel de métiers en un seul. Il peut également avoir des formations qui lui seront proposées par son employeur, justement pour améliorer ses compétences. Un maître torréfacteur à l'Ita Expresso Rodez. Mais sinon, moi j'ai appris à l'ancienne avec des livres et en faisant des tests de torréfaction et en goûtant et en essayant de comprendre pourquoi c'était bon, pourquoi c'était pas bon, justement en analysant les courbes, et après j'ai pu créer ma pâte de torréfaction ou mon expérience, quoi. Sébastien Mounier, entreprise Mécogite à Cap-de-Nac, Gare. À chaque fois que quelqu'un rentre, quasiment jamais il a fait du photovoltaïque. Donc ça commence en général par 2-3 jours de formation théorique en visio sur tout le monde du solaire. On essaye aussi de leur faire découvrir les chantiers. Puis après, c'est vraiment nos équipes qui forment nos nouveaux collaborateurs. On a des postes qui sont plus ou moins longs. Aujourd'hui, au bureau d'études, pour être complètement opérationnel, il leur faut 1 an. Et en fait, on fonctionne par binôme. On a un expérimenté qui prend sous son aile un petit nouveau, j'ai envie de dire, et puis qui va au début le former et puis vérifier tous les dossiers techniques qu'il va envoyer aux équipes de pause pour s'assurer que tout est OK. Voilà, donc on a ici finalement une convergence, 3 entreprises qui disent finalement on prend des gens qui n'ont aucune compétence et on va les former. Est-ce que c'est vos réalités là? Pas exactement. Pas exactement. Monsieur Baldé, donc d'Escalier Baldé, alors, donc l'artisanat de menuiserie là. Exactement. Donc nous, on est obligé quand même d'avoir un minimum de compétences, donc de passer par
c'est nous qui leur apportons la compétence quelquefois en leur faisant faire des CAP, des bacs pro, des BTS, mais on est obligé vraiment de faire une formation technique. On est complètement dans le savoir-faire artisanal, et un petit peu comme pour les couteaux, on est obligé d'avoir des personnes très qualifiées. Mais pour ça, effectivement, on fait un petit peu comme Ecogit, on crée des binômes, et on donne un projet complet à réaliser à ce binôme, et les ouvriers vont depuis le début jusqu'à la fin. Et donc ça amène un certain intérêt technique au travail, quoi. D'autres intervenants sur cette thématique-là? L'entreprise formatrice, non? Stéphane Glaise de oui, chez Socook, on a l'avantage effectivement de ne pas avoir besoin de technicité ni même de savoir-faire particulier. Tout s'apprend en réalité. C'est de la vente, c'est purement de la vente. Il y a un petit peu effectivement de dessin technique quand même, mais tout ça, ça peut s'apprendre. On a un cycle de formation qui est assez complet chez Socook, qui dure plusieurs mois, qui dure plusieurs mois en interne au magasin, ou même après jusque dans l'usine en Haute-Savoie à côté d'Annecy. Et tout s'apprend, et après, une fois que la personne est formée au bout de 3-4 mois, c'est pas fini pour autant. Sa formation, elle est continue. Elle est tout le temps. J'ai des salariés qui sont là depuis 4-5 ans. On continue à les former en réalité toujours en permanence. Moi, j'ai une personne dans le commercial, c'était ma meilleure vendeuse. Je l'ai retirée de la vente. J'ai pris un gros risque en la retirant de la vente. Et son travail à elle, c'est en fin de compte, c'est de faire performer ses collaborateurs qui travaillent avec nous. Et donc c'était un gros pari que j'ai fait, mais un pari gagnant, puisque l'accompagnement, en fin de compte, il est quotidien, et 3 ou 4 ans ou 5 ans après, ça continue. Régulièrement, on fait des petites périodes de formation, des choses comme ça. Je fais intervenir des intervenants extérieurs aussi. Et voilà, c'est une façon aussi de maintenir un lien dans l'équipe aussi, de vraiment faire un travail d'équipe où chacun vient se former, vient apprendre, ils s'échangent des choses aussi entre eux. Et je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans la cuisine. Au contraire, ça serait même plus un désavantage pour moi, parce que je préfère qu'il soit formé avec mes propres méthodes de vente qui sont plutôt douces, plutôt que certains qui sont très agressifs. Et voilà, donc moi, mon candidat idéal, c'est quelqu'un qui aime la vente et qui a envie de se former, qui a envie d'apprendre. Et après, tout peut s'apprendre. Monsieur Dellon, est-ce que vous formez vos personnels? Est-ce que vous êtes prêt à prendre quelqu'un qui finalement n'a aucune compétence dans le poste que vous proposez? Alors ça va dépendre de quel poste. Par exemple, sur un poste de torréfacteur, s'il est en autonomie, ça va être compliqué de prendre quelqu'un qui n'a pas les compétences. Mais par contre, demain, pourquoi pas, si on a un pilier sur chaque pôle, je pense par exemple au pôle technique, on a un directeur technique qui a les compétences métier, et derrière, on va prendre des gens qui ne sont pas forcément du métier, mais qui ont un savoir-être, qui ont une envie, et on va les faire monter en compétences sur ces sujets-là. Nous, on travaille aussi, on a un accent qu'on met sur la jeunesse. Donc on a par exemple là recruté un jeune sportif à qui on a adapté complètement son planning, parce qu'il est semi-pro. Donc on adapte son planning et on l'a complètement formé au métier sur la partie production. On a également des jeunes en situation de handicap qu'on a intégrés, mais entourés par des gens d'expérience. Mais voilà, en fait, on se focus essentiellement sur l'envie, le savoir-être, et si on a déjà la compétence en interne, en fait, ça permet à quelqu'un qui n'a pas forcément la compétence de l'intégrer assez rapidement. Alors, ce que vous venez de dire évoque finalement quelque chose qui a été dit tout à l'heure par le représentant DocLive, une association qui gère la salle de concert, le club. Il disait en fait, je regarde dans la personne, dans le parcours de la personne, s'il y a eu des engagements associatifs. Et ça m'apparaît plus important que le CV ou le diplôme. Est-ce que
En vous entendant, on a l'impression d'entendre une entreprise citoyenne, qui communique au moins comme ça. Est-ce que là aussi, c'est plus important pour vous de vérifier que la personne est engagée quelque part, c'est-à-dire qu'elle a de la passion, qu'elle est motivée ? Ça, c'est quand même un bon indicateur, effectivement, que ce soit le sport, le monde associatif, parce que voilà, après, une entreprise, c'est un engagement, de toute façon, et nous, ça fait partie de nos valeurs, l'engagement. C'est une de nos valeurs, et donc bien entendu, quand quelqu'un est engagé dans une passion, quand quelqu'un est engagé dans de l'associatif, ça veut dire qu'il s'est donné, donc en général, c'est plutôt bon signe. Ouais. Et alors, quelqu'un qui est engagé dans un syndicat de salariés, là je me tourne vers Emmanuel, est-ce que ça vous intéresse, messieurs les chefs d'entreprise ? De toute manière, c'est une chose privée, ça, monsieur. L'employeur ne le sait pas. Il vaut mieux qu'il ne sache pas, parce que ça peut être un petit peu compliqué au départ, je pense. Mais enfin, bon, moi, il y a longtemps que je ne cherche plus de travail, donc je ne suis pas concerné. Non, mais ça peut être un frein, il faut dire les choses comme elles sont. Ça peut être un frein. Si on voit qu'un salarié sur son... D'ailleurs, je ne sais même pas, c'est-à-dire si un salarié sur son curriculum, il mettrait qu'il est au prud'homme, qu'il siège. Je ne sais même pas, il pourrait le dire, c'est des compétences, ça aussi. Hein. Mais ça pourrait freiner. Mais on est là pour lever tous ces freins. Donc il y a une limite au dialogue social, si j'entends bien. Je peux ajouter quelque chose ou pas ? Donc Honoré Durand, on a fait une réunion de chefs d'entreprise dans la semaine, et en fait on a demandé, on était quoi, une quinzaine, une vingtaine, et le formateur a demandé qui c'est qui avait des CSE, des choses comme ça. Et en fait la plupart des personnes qui ont eu récemment des CSE on dit que c'était bien pour tout le monde, et notamment pour le chef d'entreprise. Et je partage cet avis-là parce que ça permet d'avoir des remontées de demande. Je n'ose pas dire des remontées d'informations, mais des remontées de demande. Donc je pense que c'est un élément essentiel du dialogue social, et je pense que c'est un élément important. Donc Emmanuel, oui et non. Bon, moi je suis très content. Hein. Si c'est du deuxième tour, c'est différent, puisque là, c'est pas une organisation syndicale. Mais de toute manière, on n'est pas là pour mettre des freins. On est tous. Les salariés ou les chefs d'entreprise, on a tous un intérêt dans l'entreprise. On n'a pas le même intérêt, mais donc on défend nos intérêts. Et ça, il y a des discussions, et le CSE, effectivement, fait l'interface pour pouvoir éventuellement trouver des solutions. Alors, peut-être pas le CSE, je dis une bêtise, parce que lui, il fait que les réclamations. Mais pour les revendications, c'est effectivement les organisations syndicales qui sont là pour faire avancer le schmilblick. Mais il n'y a pas de frein de notre part. Y a-t-il des réactions de la salle, des prises de parole, des questions ou pas, à ce stade des échanges? Oui, non? Oui, si, il y en a une. Donc, Alain, notre journaliste, va tendre le micro. Ouais. Bonjour, Wally de l'AFPA. Donc je suis vraiment ravi d'écouter toutes ces interventions très riches. Ça montre aussi que l'entreprise, comme vous l'avez dit, pour la plupart d'entre vous, doit se vendre aujourd'hui pour attirer des candidats, parce que les candidats aujourd'hui sont de plus en plus rares. Au début, il y avait quelques secteurs avant la crise Covid qui étaient en crise de recrutement. Aujourd'hui, 80% des secteurs d'activité sont en pénurie de main-d'œuvre et cherchent du monde. Donc j'ai bien entendu les réactions sur l'amélioration des conditions de travail, l'accès des femmes sur des métiers aussi qui peuvent être souvent masculins, donc il y a une ouverture, c'est très bien. Et aujourd'hui, dans nos départements, les 4% ou les 4,5% de demandeurs d'emploi parfois cumulent un voire plusieurs problèmes pour accéder à l'emploi. Donc ça peut être des gens qui n'ont pas travaillé depuis 3-4 ans, des gens qui ont des problèmes de garde, des problèmes de santé, problèmes financiers. Et aujourd'hui, je pense que l'effort, il est aussi là-dessus, sur ces publics-là. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est vrai, jusqu'à quel point aujourd'hui l'entreprise va être une entreprise sociale et dire, allez, je vais aussi participer à l'insertion d'une personne qui revient de loin. Voilà, sachant qu'il y a toujours la limite. Merci pour la question. Enfin, on va pouvoir peut-être vous y répondre, mais vous n'êtes pas. Attendez, gardez le micro là, juste 2 secondes. Vous n'êtes pas présenté. Vous êtes qui? Wally, je travaille à l'AFPA. D'accord. Et j'interviens donc auprès. Donc en tant que je travaille chez un opérateur du service public de l'emploi.
Et donc j'interviens auprès du service public de l'emploi. D'accord, donc vous êtes un connaisseur du domaine sur lequel on échange. Est-ce que vous avez des réponses sur l'entreprise sociale, alors l'entreprise citoyenne, solidaire, pour moi qui représente l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est important effectivement. Monsieur Baldé, dans votre territoire, vous animez le territoire aussi. Disons qu'on a eu, je pense qu'on a tous eu à peu près les mêmes cas. On a eu quelquefois d'agréables surprises avec des salariés qui, en partant de rien, il y a eu beaucoup de soucis dans leur passé, sont arrivés à faire de très très bons salariés et qui aujourd'hui fonctionnent très bien dans l'entreprise. Malheureusement, on a aussi quand même beaucoup d'échecs. Je dirais, s'il fallait donner un chiffre, je dirais, quand on arrive à 20%, on va dire, de réussite, quand on a vraiment des jeunes ou moins jeunes qui arrivent dans l'entreprise avec des soucis, soit des soucis de passé un peu difficiles, soit des reconversions un petit peu hasardeuses, on arrive dans 80% des cas à un échec malheureusement. Après, il ne faut pas négliger que les 2 sur 10 qui réussissent, on est content de les avoir dans l'entreprise et sont souvent de très bons salariés derrière. Oui, mais ce qu'on entend, c'est que vous vous en préoccupez, quoi. Vous jouez ce jeu-là d'intégration. Ah oui, et puis on le joue, et puis il faut avoir beaucoup il faut se remettre en question systématiquement, et surtout il faut pas s'arrêter à la déception d'un échec, sinon on s'aperçoit que on n'y arrive pas, quoi. D'autres interventions sur cette thématique-là. Monsieur Dellon, déjà tout à l'heure, a souligné le sens, l'engagement aussi. Oui, moi je suis convaincu que l'entreprise doit avoir un rôle social. Après, à un moment donné, on atteint aussi nos limites. On le voit, nous, auprès d'un public qui ont des handicaps. Nous, quand on a envie de les accompagner, mais à un moment, c'est aussi un problème de compétences, d'intégration, et à un moment, il ne faut pas oublier la performance de l'entreprise, et un salarié qui va être à moitié performant, on ne peut pas se permettre de le garder. Il y a des limites. Il y a des limites, voilà. Après, il faut aussi souligner qu'on est vraiment bien accompagné par notamment France Travail, où il y a pas mal de dispositifs, et on a des gens qui sont super et qui permettent d'intégrer des gens et de leur donner une chance. Mais après, c'est sûr que c'est pas une garantie de résultat. Finalement, ce qu'on entend dans cette direction-là, c'est que, tout à l'heure, M. Durand l'exprimait, vous êtes soutenu, il y avait l'éducation nationale qui crée la formation attendue, vous êtes assez satisfait de cette collaboration avec un service public qui, malgré tout, aujourd'hui, est un petit peu critiqué. C'est bien un soutien d'entreprise. Oui, entend ça, notamment dans son rôle social. Nous, tous les acteurs publics sont vraiment à nos côtés, et à chaque fois, on a des gens super impliqués. Franchement, donc il faut quand même le souligner. Moi, je voudrais apporter, confirmer exactement, parce que moi, Pôle emploi, je dis du bien de Pôle emploi depuis toujours, très longtemps, voire toujours. J'entends des gens qui se plaignent de Pôle emploi. Enfin, moi, j'ai le service entreprise de Pôle emploi. On a des personnes dedans qui sont super efficaces, qui sont, de ce que je sais, a priori, qui sont recrutées plutôt dans des profils de commerciaux, et vraiment des personnes qui sont efficaces et qui sont pour trouver de l'emploi et pour satisfaire les entreprises. Après, leur travail ne doit pas être évident, parce qu'effectivement, en Aveyron, il y a peu de demandeurs d'emploi. Il y en a toujours trop, mais je pense que ça ne va pas être évident non plus. L'avis du représentant des syndicats là-dessus. Moi, je suis ravi d'entendre ça. En tant que syndicaliste républicain, je pense qu'il faut voir aussi que les salariés de France Travail ou la sécurité sociale se battent aussi pour avoir des conditions de travail qui soient les meilleures, pour pouvoir aussi rendre le service qu'ils ont à rendre au public. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que souvent, on entend des petites choses qui chiffonnent.
les fonctionnaires, les trucs comme ça. Alors déjà, je vous dis, à la sécurité sociale, il n'y a pas de fonctionnaires, on est de droit privé. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent et qui n'ont pas de sens. Et moi, je suis vraiment content d'entendre que les chefs d'entreprise disent que France Travail, c'est un outil qui tient la route. Ça, c'est génial. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dialogue social. Ah oui, non, mais tout à fait. Voilà. Alors, on va terminer par le dernier thème, qui est finalement le plus important, c'est celui des conditions de travail. L'étude qui a été menée par l'ODDS, l'Office départemental du dialogue social, a été financée par le FACT, le Fonds d'aide à l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est tout à fait légitime de terminer par cet aspect-là. Alors, là encore, quelques extraits des reportages qui ont été réalisés en entreprise. Oui, ça va venir, ça veut venir, ça veut pas venir. Les conditions de travail. Vincent Baldé, Escalier Baldé à Durinque. On est sur la semaine à 4 jours. J'ai mis ça en place il y a 1 an et demi. Et donc la semaine à 4 jours, ça nous permet de fidéliser les gars. On est un peu loin de la ville, quoi. Ça permet à mes salariés déjà d'économiser un trajet pour venir au boulot le matin. Ça leur permet d'avoir 3 jours de repos, donc ils arrivent plutôt frais le lundi matin, on va dire. Et puis, moi, ça m'a permis surtout de fidéliser les salariés, puisqu'ils avaient cette demande. Et c'est des salariés du bâtiment, on est une entreprise du bâtiment, mais en même temps, ils sont quand même dans un atelier qui est isolé pour les grosses chaleurs de ces jours-ci. Oui, ce qui est important là. Oui. Mais en même temps qui est chauffé l'hiver. Donc pour des gars du bâtiment, par rapport à certains autres corps de métier, ils sont quand même assez confort dans les locaux de l'entreprise. Moi j'étais surpris à l'époque du Covid parce que quand j'ai compris que le télétravail était une nouveauté pour la plupart des gens, puisque nous on utilise ça depuis 14 ans je crois, et ça marche à merveille quoi. Vous aviez été pionnier alors dans ce domaine-là? Oui, mais sans trop le savoir parce que on a l'outil informatique, on sait qu'on peut s'échanger les fichiers sans problème. Pour moi, en tout cas, ça m'apparaît naturel et à Béatrice aussi. Elle est résidente à Rodez et ça me paraissait complètement inutile qu'elle vienne à Durinque tous les jours pour faire du travail qu'elle peut faire depuis chez elle, quoi. Donc elle s'est aménagé un bureau par contre, vraiment spécifique. Elle va dans son bureau comme si elle allait au travail. On a quand même ménagé vraiment ce côté, on a une barrière physique, une porte pour aller dans le bureau, quoi. Elle ne travaille pas sur la table de la cuisine. C'est important à dire parce que c'est vraiment, on a l'esprit, hop, on va au travail, après on reprend sa vie familiale. Mais il y a une barrière quand même qui se fait entre les deux. Un conseiller de la CARSAT à l'inauguration de l'éco-torréfaction à l'ITA Expresso Rodez. Et où tous les salariés sont partie prenante. Quand Léo s'était fait toper une fois devant moi sans chaussures de sécurité, ça a été un des salariés qui lui a dit vous n'avez pas vos chaussures de sécurité patron, et il est ressorti, il a mis ses chaussures de sécurité, il est revenu, donc c'est quelque chose qui est fort pour eux. Sébastien Mounier, entreprise Mécogite à Capdenac-Gare. Donc à 10h, on se retrouve tous pour boire un café, échanger pendant 10-15 minutes. On ne se voit pas de la journée alors qu'on est dans les mêmes locaux, mais un peu à l'autre bout. Et le café, c'est le moment où on converge. Alors on va parler de choses et d'autres, mais on va aussi parler de dossiers. Enfin on se retrouve aussi pour parler boulot. Et ça reste important de ne pas confondre bonne ambiance et on bosse à la cool chez mes... parce que des fois, c'est l'impression que ça peut peut-être donner de l'extérieur. Et ça, je le combats un petit peu parce que on sait se donner des temps de pause, on sait prendre le temps de passer des bons moments ensemble. Mais quand ça bosse, ça bosse. Moi, je dirais que de manière générale, en termes d'attractivité, pour que ça soit attractif pour nos salariés, il faut... Moi, je parle à titre personnel, il faut que ça soit attractif pour moi. Moi, le jour où je me ferai plus plaisir à arriver au travail le matin, pour moi, c'est pas concevable autrement. Et ça peut pas être ça si tout le monde se tire dans les pattes, si tout le monde fait la tête en arrivant au travail. Donc, pour que moi, je prenne plaisir au travail, il faut que les gens soient contents de venir bosser là aussi, quoi. Donc, mais ça suffit pas, je veux dire, on a réussi à prouver, je pense que travailler comme ça, c'est possible de réussir, quoi.
Voilà, le plaisir au travail, on l'a entendu déjà tout à l'heure, hein, je ne sais plus qui l'exprimait, quoi. Donc ça est une dimension importante, mais je pense, Monsieur Delon, qu'il faudra que vous rencontriez Sébastien Mounier, parce que pour eux, la pause café est importante et ils ne disposent pas de vos équipements. Donc là, il y a certainement une collaboration. En plus, vos cultures d'entreprise me semblent assez proches. Je vois que le café revient souvent. L'une de l'autre. Ça me fait plaisir. Alors, comment se positionner par rapport à ce qui existe déjà chez M. Baldé, c'est-à-dire la semaine de 4 jours, et surprise, depuis 14 ans, il permet à ses employés de faire du télétravail. Il ne savait pas qu'il était innovateur, mais il l'est en fait, et ça marche, dit-il, hein. Enfin, pas pour les menuisiers eux-mêmes, mais pour votre secrétariat, quoi, hein. Donc, est-ce que c'est une voie dans laquelle il faudra aller? Je serais curieux d'entendre la position de notre syndicaliste après, hein. Mais Monsieur Baldé. Pour ce qui est du télétravail, donc effectivement, ça marche plutôt bien. Ensuite, pour la semaine à 4 jours, depuis, j'ai le recul d'une année comptable et on a fait une plutôt très bonne année l'année dernière. La première année pleine où on a été à la semaine à 4 jours, on a fait une bonne année. Donc comptablement, ça a apporté ses fruits aussi, on peut dire. Après, toujours pareil, quoi. Il faut écrémer, si on peut dire, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, les gars ou les femmes qui sont moins performants, parce que on ne peut pas se permettre dans des petites entreprises comme les nôtres d'avoir des personnes à la traîne, quoi. Il faut avoir tout le temps à l'esprit la performance. Mais à côté de ça, quand on a retrouvé cet équilibre avec, entre autres, voilà, cet aménagement des horaires de travail, on a une bonne ambiance et on a de bons résultats. D'accord. Alors, les autres collègues chefs d'entreprise, par rapport à ces assouplissements temps de travail, on sait déjà que les plannings peuvent être vraiment adaptés aux besoins de la personne, hein, ça a été exprimé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut aller plus loin, la semaine de 4 jours, le télétravail, comment vous positionnez par rapport à ces aspects-là? Oui, M. Delon. Donc nous, on a certaines personnes on a une personne qui a la semaine de 4 jours, et après la plupart sont sur 4 jours et demi, mais ça a été fait à l'issue d'un dialogue et d'un choix des collaborateurs. Donc la plupart finissent le vendredi à midi. Oui, ça veut dire qu'ils ont quand même une amplitude de journée pour leur vie personnelle qui est importante. Oui, tout à fait. Puis aussi, on parle beaucoup de performance et donc de performance économique. Et aujourd'hui, à un moment, on peut pas payer au-delà de ce que l'on peut faire. Donc à un moment aussi, on peut aussi jouer sur ces leviers-là, notamment nous sur des postes de cadre. À un moment, on ne pouvait pas payer plus pour obtenir la personne. On était très intéressé par son profil. Elle a accepté aussi de diminuer son salaire par rapport à sa précédente boîte à condition de passer sur 4 jours. Donc ça peut aussi nous permettre de recruter un talent, quelqu'un d'expérience, et elle y trouve son compte d'une autre manière. Monsieur Durand, vos Bretons, ils peuvent partir à la pêche s'il y a une journée de 4 jours ou non? Alors les Bretons, c'est un ou 2 apprentis, donc ça ne les concerne pas trop effectivement. Moi j'ai 3 magasins à l'Aïol avec des ateliers, on fait des visites gratuites des ateliers, on fait du service après-vente gratuit au niveau des aiguisages, polissages tout au long de la journée. Donc j'ai toujours besoin d'avoir du monde qui tienne les magasins, j'ai besoin d'avoir du monde qui soit dans les ateliers pour faire les visites. Donc la semaine de 4 jours, ça me paraît être compliqué à mettre en place, à titre personnel. J'ai un salarié qui a voulu le tenter il y a un an et demi, il a tenu 2 mois. Ça impacte quand même fortement les organismes, et je pense que ça fatigue quand même les personnes. J'ai que ce retour d'expérience-là, mais il a été plutôt négatif, et de lui-même, il est revenu à des journées normales, parce qu'il avait un petit peu de route également à faire. Et donc c'est compliqué, mais clairement il faut s'adapter. Si c'est une tendance, sociale, je pense qu'on n'aura pas le choix que de s'adapter de toute façon.
Monsieur Glaise, est-ce qu'il n'y a pas nécessité chez vous à le faire parce qu'il y avait des problèmes de distance? Alors, chez nous, c'est un peu particulier aussi. C'est un magasin ouvert à la clientèle avec des horaires fixes pour la clientèle. Donc, c'est compliqué quand on est commercial, effectivement, de travailler sur une semaine de 4 jours. Ça s'est fait de façon occasionnelle quand il y a eu des demandes spécifiques. Par contre, j'ai un de mes salariés qui, lui, ne travaille pas dans la partie commerciale. C'est mon responsable technique. Et en écoutant M. Baldé, je comprends maintenant certaines choses. Il m'a demandé à passer effectivement sur la semaine à 4 jours et je me demande si c'est pas un ancien salarié de chez Baldé d'ailleurs. Parce qu'il a travaillé, il a travaillé dans une société qui vendait des escaliers et ça a été je venais juste de l'embaucher. Ça faisait à peine 3 mois, donc voilà, il est venu me voir en me disant j'aimerais bien travailler sur 4 jours, sinon je m'en vais. Donc voilà, donc on m'a bien embêté, il dit donc le pouvoir du salarié qu'on retrouvait tout à l'heure. On retrouve effectivement. Moi j'ai fait mon calcul après, je venais de le former, c'est plutôt quelqu'un de bien, donc il dit allez on y va, on tente le coup et ça marche très bien. Il avait besoin de faire 35 heures et pas plus parce qu'il avait besoin d'un peu de temps libre pour retaper un appartement qu'il venait d'acheter. Donc voilà, donc c'est un accord qu'on a passé tous les deux en fin de compte et puis ça marche très bien. Maintenant ça fait 3 ans que c'est comme ça et ça marche très très bien. Donc, voilà. Alors, je me tourne vers le syndicaliste, Emmanuel. Enfin, il a entendu tout ça, donc il y a à boire et à manger, mais quel est le point de vue? C'est souhaitable? C'est un danger? C'est une exploitation? Il ne faut pas confondre la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours. C'est 2 choses différentes. Je connais des boutiques, vous connaissez des boutiques où il y a des gens qui font 45, 50 heures par semaine. Si c'est pour faire ça en 4 jours, on augmente. C'est pas transposable partout cette histoire. C'est un débat, c'est un sujet en ce moment qui existe. Nous, syndicalistes, on demande à voir. Alors apparemment, ça a l'air de marcher dans des domaines. Pourquoi pas? C'est à étudier. Mais je pense, comme le dit Honoré, il y a des coins, c'est pas jouable. Ou alors on va encore presser peut-être des salariés pour faire gaffe avec ça. Voilà, ça peut être des portes ouvertes à des dérapages. Voilà. C'est peut-être transposable dans des boutiques, ça je le conviens. Le télétravail, c'était la panacée il y a quelque temps. Résultat, il y a quand même un recul là-dessus. Et puis, ça désociabilise. Enfin, il y a un tas de choses qui arrivent. Il faut un peu de temps, à mon avis, avant de bien comprendre le phénomène. Donc voilà, semaine de 4 jours ou en 4 jours, la nuance, elle est énorme. Si vous me dites 28 heures, il n'y a pas de souci, payez normalement. Alors là, nous, syndicalistes, on signe de suite. Voilà. D'accord, bon, on a bien compris la position. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Donc, sur les conditions de travail, on s'est focalisé un peu sur la semaine de 4 jours, mais il y a d'autres possibilités d'aménager les conditions de travail de manière positive pour les salariés et pour l'entreprise, parce qu'on a bien entendu que votre souci, c'est quand même la rentabilité. On a entendu ça. Monsieur Dellon. Il faut aussi souligner qu'il y a des gens... Expresso, Il faut aussi souligner qu'il y a des gens qui ont envie de travailler plus. Nous, on a pas mal de gens qui sont à 39 heures aussi, parce qu'ils ont besoin de travailler plus aussi. Il n'y a pas que des gens qui ont envie de travailler moins non plus. D'accord. Travailler plus. Pour gagner plus. on a déjà entendu ça quelque part. Emmanuel. Non, ça me fait penser au ruissellement, mais je ne sais pas pourquoi. Mais... Non, je plaisante. Non, mais oui, il y a des gens qui ont besoin. Il faut aussi, un chef d'entreprise doit aussi faire attention. Enfin, vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas non plus faire 70 heures par semaine. Enfin, bon, voilà. Mais effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat. Les gens ont besoin de bosser, ça, je ne dis pas le contraire. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que là, mais donc, c'est des discussions qu'on peut avoir en interne et qu'on peut avoir en interne au sein de l'ODDS pour échanger là-dessus. Nous, on est pour l'augmentation des salaires. Les employeurs vont dire, mais nous, on est pour la baisse des charges, entre guillemets, alors que ce sont des cotisations sociales. Vous voyez, il y a plein de mots, il y a plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est des échanges qui sont intéressants. Et ça, au sein de l'ODDS, on peut les avoir. Ben voilà un sujet de travail pour les prochaines réunions de l'ODDS, probablement, puisque les jeudis de l'ODDS ont vocation à se poursuivre, si bien entendu, il y a envie de ce dialogue social. Est-ce que dans la salle, il y a des interventions? Oui. Une intervention. Oui. Alors, présentez-vous. Oui, bonjour. Vincent Lassier, donc je suis le co-gérant ITA à Séverac-le-Château. On fabrique de la mousse moulée, du bois moulé. Et on travaille en 3/8. Et en fait, on a depuis le début un accord de modulation à 39 heures et on peut aller jusqu'à 42 heures. Et donc, on a à la fois des salariés qui vont travailler sur 4 jours
et d'autres qui vont faire plus d'heures. Donc, justement, je voulais un peu rebondir parce que aujourd'hui, moi, j'ai plus de demandes de salariés qui veulent faire plus d'heures pour les questions de pouvoir d'achat. Après, aujourd'hui, pour les PME, on sait que c'est un peu compliqué, et pour nos salariés surtout, pour le pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait de ne pas rentrer sur des dogmes, de dire travailler en 4 jours. À mon avis, l'entreprise elle doit s'adapter. C'est-à-dire que lorsque le salarié doit aller chercher ses enfants, il a une période où il a des jeunes enfants, mais il va peut-être travailler sur 4 jours. Lorsqu'il doit financer les études de ses enfants, par exemple, il va demander. Donc je suis assez d'accord sur l'analyse de dire est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir plus de souplesse que définir des dogmes sur 4 jours, le télétravail, ou avoir que des bonnes pensées. Je sais pas, j'ouvre le débat sur travailler sur quelque part, est-ce que la bonne solution, il n'y en a pas, mais plutôt d'avoir le plus de souplesse et le plus de dialogue entre les salariés et les employeurs. Donc vous confirmez que c'est un sujet de débat important à avoir? Oui, d'autres réactions par rapport à ça? Non? Non. Donc on n'a certainement pas fait le tour de la question, hein, mais c'est un sujet chaud, hein, la question de la durée du travail. Oui, non, mais alors sans vouloir vous répondre, monsieur, mais vous avez raison, c'est une question de dialogue. Pour pouvoir dialoguer, il faut aussi avoir des instances du personnel sur place. Donc je ne connais pas l'entreprise, la taille de la structure. Généralement, les instances sont là pour ça, pour discuter de tout ça et mettre des accords en place avec des garde-fous. Hein, voilà. Un CSU ou une organisation syndicale sont là pour mettre des garde-fous, pour ne pas déraper, ou le Code du travail déjà le prévoit. Enfin bon, il y a un tas de choses. Mais vous avez raison, le dialogue social, c'est ça. Donc s'il n'y a pas d'instance du personnel dans votre structure, moi je vous invite à... Non, je plaisante, mais il faut y aller, quoi. Voilà, mais vous avez raison. Dans mes structures, il y a un CSE. J'ai même une structure où j'ai 11 personnes et j'ai aussi un CSE. Parce que moi, je préfère, je suis un des seuls syndiqués de mon groupe. Donc, pour moi, le dialogue, ça reste du bon sens. Donc, c'est évident qu'il faut un dialogue et des instances. Alors, on se dirige vers la fin de cette table ronde, mais c'est souvent... quand on fait une interview, qu'à la fin on pose la question, eh bien répondez-moi à une question que je ne vous ai pas posée sur un sujet brûlant que vous auriez envie de partager. Alors, les chefs d'entreprise, peut-être que vous avez envie de partager quelque chose, une idée qui vous est venue et que vous voudriez donner? Oui, moi je veux bien intervenir. Oui, voilà. En fin de compte, les conditions de travail, ça ne concerne pas uniquement le temps de travail. Il y a également tout l'à côté. Je vois qu'il y a eu 2 gros changements dans ma vie professionnelle. Ça a été le passage des 35 heures et l'après-Covid aussi. On a abordé une autre façon de voir le travail. Avant, c'était le travail à tout prix. Et puis, peu importe, la vie familiale, la vie sociale, tout ça, ça passait en second plan. Je vois aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Et d'ailleurs, les salariés, pour les fidéliser, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas forcément le meilleur salaire. Ce n'est pas la première des motivations. Ça va être ces conditions de travail dans lesquelles on doit se retrouver. Je vois chez Socou qu'entre midi et 2, le magasin est fermé, mais on mange tous ensemble. Chacun, c'est l'auberge espagnole, chacun amène ce qu'il a à manger. On prépare à manger aussi, des fois. Enfin voilà. On se retrouve régulièrement en fin de soirée sur des événements festifs. On organise tous les ans une sortie entreprise aussi, où on ferme carrément le magasin pendant 1 ou 2 jours. Et puis, c'est mes salariés qui choisissent à chaque fois l'endroit où ils veulent aller passer 2-3 jours. Voilà, donc toutes ces conditions-là, extérieures au temps de travail, sont tout aussi importantes et font que, en fin de compte, les salariés vont rester fidèles, ils vont se plaire au travail. Et moi, dans mon métier qui est le commercial, un bon commercial, c'est quelqu'un qui est heureux, qui vient avec la banane au magasin, avec un grand sourire. Moi, quand mes clients rentrent dans mon magasin, on dit ça sent la bonne humeur chez vous, et ça se retrouve. Et voilà, et je pense que c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise, parce qu'effectivement, on est là quand même pour faire du business, pour rentabiliser. Mais voilà, c'est presque une vie de famille. Alors c'est plus facile, nous on est que 6 avec moi, donc on n'est pas très nombreux, mais effectivement c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Moi j'ai été toujours salarié pendant toute ma vie, ça fait que 8 ans que je suis entrepreneur, mais j'arrive à la fin de ma carrière là et je voulais à tout prix réaliser ça pour montrer que c'était possible. Voilà, donc parole
entrepreneur qui était un ancien salarié. Donc, d'autres interventions peut-être, de choses que vous auriez envie de dire, partager, M. Delon? Je pense qu'aussi, il faut, comme on le disait avec notre ami syndicaliste, c'est une question d'échange et de compréhension. Parce qu'il y a aussi le bien-être du dirigeant qu'on prend très peu en compte. Et les conditions de travail. Le dirigeant, c'est celui qui prend les risques, c'est celui qui risque de tout perdre à un moment donné, qui a une pression de dingue et qui est là pour que ça se passe bien, en fait. Moi, je ne connais pas, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, j'ai un gros réseau d'entrepreneurs dans mes connaissances. J'en connais pas beaucoup qui sont là pour exploiter des gens, virer des gens. En fait, on est tous, on a envie que ça fonctionne. On a envie, il faut qu'on avance ensemble, on est interdépendants dans notre succès et dans notre réalisation. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Et il ne faut pas stigmatiser les chefs d'entreprise. Et voilà, donc c'est ma réflexion de fin. Voilà. On peut peut-être clore la table ronde sur ces deux interventions, hein, qui sont des interventions vécues, hein, enfin, qui viennent de vos expériences personnelles. Alors, pour vraiment terminer, donc désolé, enfin Madame Fregnault qui est là, enfin peut-être vous montrer au moins, vous êtes arrivé en retard à cause des avalanches de pluie, hein, donc tout à l'heure on a présenté votre montage, hein, et la discussion tourne autour de ces conclusions. Donc voilà, donc c'est Madame Fregnault, je pense qu'on peut la remercier et l'applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis alors, il appartenait, c'est ce qu'a décidé la dernière réunion de l'ODDS, à Emmanuel Dumas et moi-même en tant que membre de l'ODDS. Donc là, je change de casquette. Moi, je ne suis plus l'animateur, je suis le représentant de l'UDES, c'est-à-dire l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, puisque Radio Tendance en fait partie, c'est une association, quoi. Donc on va conclure. Emmanuel, lui, donc c'est le syndicaliste, j'allais dire de service. Le vilain syndicaliste. Qui s'est beaucoup impliqué dans ce travail et qui va donc conclure peut-être sur les perspectives où la réalité se décaler par rapport à... Finalement, il y a beaucoup d'eau de rose qui a circulé. Toutes les entreprises ne sont pas comme ça quand même. Oui, mais ça... Et tous les syndicalistes ne sont pas forcément de bonne foi. Non, mais bon, on le sait, ça, c'est le monde qui est comme ça. Non, mais par contre, bon, ce qui était intéressant, vraiment, merci vraiment d'être venu. C'est vraiment une première, c'est pas évident l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, en direct à une radio, c'est pas non plus tous les jours qu'on arrive à faire ce genre de choses. Il y a plein de thèmes, qui arrivent. Enfin, moi qui vais partir à la retraite dans quelques mois, je pense à l'emploi des seniors. Enfin, il y a des choses comme ça qui vont venir. Ben si, si je vous le dis. Il y a plein de thèmes intéressants. La semaine des 4 jours, enfin, ou en 4 jours, enfin, il y a un tas de trucs à voir. C'est bien que l'ODDS puisse parler avec vous et avoir des échanges. Alors là, c'est la première, c'est un petit peu, c'est vrai qu'on tatouille un peu, bon, faut nous pardonner pour ça, mais vraiment, je pense qu'il faut que ça continue. Il y aura d'autres jeudis de l'ODDS. Ça, j'en suis persuadé. Sur d'autres thèmes, et je pense que plus ça ira, plus il y aura des gens qui vont vouloir participer à organiser tout ça. Moi, je remercie les chefs d'entreprise qui sont là parce que c'était, c'est vraiment, c'est sympa. J'ai envie de dire que c'est chouette. Donc, je repars avec mon escalier, mon café, et voilà. Et ma cuisine. Ah oui, surtout la cuisine. Ça, et un couteau avec une abeille qui s'ouvre. Je pense que c'est important. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci. Et puis. Voilà, à la fermeture, vous savez ce qui se passe. Alors, moi, je m'associe bien sûr au remerciement d'Emmanuel Dumas. Bon, vous avez vu qu'une radio locale, qui est donc un élément de l'économie sociale et solidaire, est capable finalement de favoriser ce dialogue social. Hein. Vous savez aujourd'hui que ces radios sont menacées par le PLF 2026, comme d'ailleurs beaucoup d'associations, et donc on est un peu fragilisé au niveau de cette union des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir qu'en Occitanie, en général, c'est pas connu, hein, 12% de l'emploi du territoire est rattaché à cette économie sociale et solidaire, et ça représente 210 000 salariés et 23 000 établissements. Aujourd'hui, on pense qu'une partie de ces établissements sont tout à fait menacés. Donc il n'y aura plus de dialogue social puisqu'il n'y aura plus de possibilité de le faire, quoi.
Donc voilà, alors bien sûr, on se bat, hein, et donc on est très très heureux de montrer le savoir-faire dans ce domaine pour développer ce lien social de proximité qui est la mission que l'ARCOM nous a conférée. Hein. Et donc vous avez de la documentation si ça vous intéresse, parce qu'aujourd'hui on se tourne finalement avec plaisir vers les entreprises en disant vous avez besoin de nos services, la preuve ce soir. Hein, voilà, merci et à bientôt, certainement. Et merci aussi au technicien Rémi qui a bien sûr été là qui est toujours là d'ailleurs pour cette table. Le régisseur de la salle. Merci à Cécile qui est ma collègue, accompagne Rémi depuis le début, et à Luana qui nous entend depuis les studios le 107 FM, sans qui cette table ronde n'aurait jamais été transmise. Et merci à vous. Voilà. Donc on rend l'antenne à Luana sur ses applaudissements. Merci.